pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Well, I want to thank you all very much. This was, I believe, the greatest political movement of all time. We're going to help our country heal. We're going to fix our borders. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Voici Patrick Lagacé. Donald Trump va devenir le 47e président des États-Unis. On va en parler dans le tour d'horizon de l'actualité, mais météo, vous dire que présentement, c'est 16 degrés à Montréal. C'est à l'image de ce mercredi 6 novembre. Ça va être chaud, mais nuageux, maximum de 20 degrés aujourd'hui. 30 de probabilité d'averse. Fort vent aujourd'hui. Des rafales possibles jusqu'à 50 km/h. Demain, jeudi, retour du soleil dans un ciel variable, plus frais, maximum de 10 degrés. Vendredi, nuageux, 60 de probabilité d'averse, maximum de 11 degrés. Donc, ça a été confirmé ces dernières minutes. M. Trump a gagné le vote populaire, mais vous le savez, ça compte pas aux États-Unis dans une présidentielle de gagner le vote populaire. Ce qu'il faut gagner, c'est le vote au collège électoral. Chaque État vaut un certain nombre de sièges, de points au collège électoral. Il en faut 270 pour gagner. Quand je suis arrivé au bureau ce matin, il était autour là, de 260 quelques, 66, et il a franchi la barre des 270 dans les dernières heures. Il a 276 votes. Donc, il a gagné et il gagne les 7 États clés, les fameux 7 États pivots. M. Trump les a gagnés ou il est en voie de les gagner. Donc, c'est faut le dire, là, c'est quoi qu'on pense de M. Trump, c'est quand même un des plus grands retours de l'histoire politique américaine. Défait, discrédité en 2020, sali aussi par la tentative de putsch meurtrière de ses partisans en janvier 2021. Là, il voulait, on le sait, là, empêcher le transfert pacifique du pouvoir. Il a été poursuivi au criminel dans de nombreuses affaires au civil. Ben, M. Trump a quand même rebondi. Il y a quand même une connexion entre lui et une majorité d'Américains. Donc, on prédisait que ce serait serré. Ça a été serré, mais quand ça a été serré, ça a toujours été à l'avantage de M. Trump. Et je souligne aussi que les républicains vont contrôler non seulement la Maison-Blanche, mais aussi au moins le Sénat, une des deux chambres du Congrès, parce que pour la Chambre des représentants, il semble-t-il que ce ne soit pas joué encore. La seule bonne nouvelle pour les démocrates et pour les forces progressistes aux États-Unis, c'est que dans la plupart de la dizaine d'États où il y avait des référendums pour garantir le droit à l'avortement, on sait que depuis une décision de la Cour suprême, ce sont les États maintenant qui font leur propre loi là-dessus. Dans la plupart de ces référendums, les femmes ont gagné le droit de disposer de leur corps. Mais le vote des femmes, sur lequel comptaient les démocrates, là, on en parlait beaucoup là, ces derniers jours, ces femmes fâchées par les reculs sur l'avortement provoqués par les nominations à la Cour suprême de M. Trump, les femmes n'auront pas sauvé Mme Harris, n'auront pas sauvé le Parti démocrate et n'auront pas coulé M. Trump. C'est une déroute majeure pour le Parti démocrate. Les progressistes aux États-Unis vont devoir faire un examen de conscience qui va être douloureux. Un exemple de réflexion. Mme Harris a pris le relais de M. Biden, on le sait, quand celui-ci s'est retiré après un débat catastrophique là, à la fin du mois de juin contre M. Trump. Mais on l'a couronné sans investiture, sans concurrence. On n'a pas ouvert la course. Tout le monde s'est rangé derrière elle. Est-ce que c'était une bonne idée? Ça sert à quelque chose d'avoir des courses à l'investiture en politique américaine. Ça permet d'avoir des gens qui vont proposer des choses et qui vont être sélectionnés par une partie du public, par des militants de leur parti. Est-ce que Mme Harris était la meilleure personne? Elle était une candidature emballante pour plein de raisons. Est-ce qu'elle était la meilleure, la mieux placée? C'est une question qui va faire partie du post-mortem. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un recadrage majeur qui s'en vient avec l'arrivée de M. Trump et sa domination d'une partie du Congrès américain. On peut carrément dire qu'une partie de l'ordre du monde depuis 1945 va être recalibrée par M. Trump. C'est comme si on se réveillait à l'aube d'un nouveau monde ce matin. Parce que cette fois-ci, contrairement à 2016, M. Trump est prêt à gouverner.
il a des plans précis. Il y a des idéologues autour de lui qui ont accouché d'un plan législatif qui s'appelle le projet 2025 et qui planifie non seulement une réingénierie de l'État américain, mais aussi un recadrage de la politique étrangère des États-Unis. On peut aimer ou pas les États-Unis. Ce qui est clair, c'est qu'un pays comme le Canada, des pays comme l'Europe de l'Ouest, tout ce qu'on appelle l'Occident, a bénéficié de ce qu'on appelle la Pax Americana depuis près d'un siècle, la paix américaine qui a garanti une prospérité gigantesque aux pays de l'Occident, à une grande partie du monde aussi, d'une façon jamais vue dans l'histoire. Mais M. Trump ne croit pas à cette Pax Americana, ne croit pas à l'idée d'utiliser les forces américaines comme effet dissuasif contre des adversaires. Trouve que ça coûte cher d'avoir des troupes en Europe, d'avoir des troupes au Japon, d'avoir des troupes en Corée du Nord. Voit pas l'avantage de stabilité que ça procure et dont profitent les Américains. Ne croit pas au changement climatique. Donc, on sait, il y aura des mesures pour enlever des pouvoirs à la lutte au changement climatique, mais à tout ce qui touche la pollution aux États-Unis. Le rôle de l'État pour atténuer les souffrances des plus pauvres, des plus poqués, il n'y croit pas non plus, M. Trump. Le libre-échange. M. Trump voit ça comme un dîner de cons où les États-Unis se font toujours manger la laine sur le dos. Et il promet d'imposer des tarifs sur tous les produits qui entrent aux États-Unis. Est-ce que c'est une stratégie de négociation? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le plus grand partenaire commercial du Canada, ce sont les États-Unis. Nos entreprises au Québec vont forcément entrer dans une zone de turbulence quand M. Trump va prendre le pouvoir en janvier prochain. On va parler de tout ça avec Martine Hébert notamment. Elle a été déléguée générale du Québec à Chicago et à New York. La démocratie. M. Trump n'est pas un grand fan de la démocratie. Il aime ça, la démocratie, quand il gagne. Quand il ne gagne pas, et c'est aussi ça la démocratie, on l'a vu en 2020, là, il trouve que tout est arrangé avec le gars des vues. Et on l'a vu dans le passé, M. Trump a tendance à réserver ses mots les plus durs sur la scène internationale pour les alliés historiques des États-Unis, les Européens de l'Ouest, le Canada. Et il a des mots très, très gentils pour les figures les plus autoritaires, les figures carrément dictatoriales comme Vladimir Poutine de la Russie. La santé publique. M. Trump parle de la confier aux États-Unis, c'est ce qu'il disait dans les dernières semaines de sa campagne, à un parfait turluberlu qui s'appelle Robert Kennedy Jr. M. Kennedy Jr. niait l'efficacité des vaccins avant que ce soit à la mode dans la pandémie, des années avant, a émis des informations complètement fausses sur la dangerosité, par exemple, des vaccins, qu'il a liés à l'autisme, ce qui est une théorie complètement discréditée. Je pense aux Ukrainiens aujourd'hui. Les Ukrainiens ont une journée difficile aujourd'hui. M. Trump n'aime pas les Ukrainiens, n'aime pas l'Ukraine pour plein de raisons. Il admire Poutine. Pensez pour les Ukrainiens ce matin, il est bien possible que leur défaite a commencé cette nuit. On peut penser aussi à une armée américaine qui est loyale à la Constitution. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous êtes un soldat, vous êtes un général, vous êtes un officier, ou toute personne qui a une charge publique, vous ne prêtez pas serment de fidélité à la personne qui est président. Vous prêtez serment de fidélité à la Constitution. M. Trump ne voit pas les choses de la même façon. Il a promis aussi de ne pas signer une loi interdisant ou restreignant davantage au niveau fédéral l'avortement. Il dit qu'il va laisser cette question aux différents États. Là-dessus, personne ne le croit. Donc, on verra la suite des choses, mais je veux dire, ce ne sera pas plate à partir du 20 janvier. Il va y avoir des turbulences, mais c'est vraiment un monde qui est en changement. Notre ami Charles-Philippe David a suivi la soirée électorale, évidemment. Je le soupçonne de ne pas avoir beaucoup dormi cette nuit. Je rappelle qu'il est fondateur de la chaire Raoul Dandurand, est président de l'Observatoire sur les États-Unis. Charles-Philippe, bon matin. Bon matin, Patrick. On se disait il y a 24 heures que peut-être Alan Litchman avait bien prédit le sort de cette élection. On revit le scénario en bien pire de 2000. M. Litchman s'est trompé malheureusement. Et donc, Donald Trump est reporté à la Maison-Blanche. Oui, ce professeur Litchman, là, qui est le grand gourou qui avait presque toujours prédit avec beaucoup de précision le résultat de l'élection. Pas cette fois-ci, il prédisait une victoire de Mme Harris. Première question, plus personnelle. Es-tu découragé ce matin, Charles-Philippe?
Oui, je le suis. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de mieux de cette campagne démocrate dans les circonstances, d'ailleurs, suite à ta brillante présentation d'à peu près tous les enjeux et de tous les angles et les conséquences de cette victoire de Trump que tu as présentée il y a quelques minutes. J'aimerais dire que comment il était effectivement possible pour Mme Harris de faire beaucoup mieux après l'annonce de Biden le 21 juillet. Il aurait fallu que Biden décide beaucoup plus tôt de quitter cette course, peut-être même d'ailleurs de quitter la présidence en faveur de Mme Harris pour lui donner franchement beaucoup plus de temps pour se préparer, beaucoup plus de bons arguments pour étoffer sa candidature. Alors, mais est-ce que cela aurait changé au bout du compte l'issue de cette élection? Est-ce qu'une autre candidature aurait été meilleure, franchement, que celle de Kamala Harris? Peut-être. Mais j'ai une question pour toi, Charles-Philippe. Au-delà de se dire Mme Harris n'était pas la bonne candidate, M. Shapiro, gouverneur de la Pennsylvanie, aurait fait peut-être un meilleur score, etc. Est-ce qu'une course à l'investiture aurait pas permis de, départager le ou la meilleure candidate? C'est-à-dire que là, il y a une épreuve du feu, ils font un débat, ils relaient les préoccupations des Américains. Là, on a simplement donné la couronne à Mme Harris sans aucun débat. Patrick, sans aucun doute, encore une fois, pour cela, il aurait fallu que Joe Biden annonce beaucoup plus tôt au printemps, quelque part au mois d'avril, disons, quand il a vu un déclin clairement de ses facultés cognitives, décider de quitter cette course. Et oui, à ce moment-là, il aurait été possible de planifier peut-être une nouvelle course et une convention ouverte, ou en tout cas une vraie compétition entre candidatures démocrates, mais pas après le 21 juillet. Donc ça, c'était la réalité et on la connaissait. Et est-ce que c'est... Moi, j'ai goût de poser une question plus fondamentale encore. Est-ce que les États-Unis sont prêts à élire une femme présidente des États-Unis? Clairement pas. Et j'ai un chiffre pour toi, Patrick, qui, à mon humble avis, va prouver que les États-Unis ne sont pas encore prêts. Les jeunes hommes entre 18 et 29 ans sont partagés presque à part égale entre Kamala Harris et Donald Trump dans plusieurs des États pivots comme le Wisconsin. Eh bien, si on ne peut pas croire qu'une femme puisse gagner chez les jeunes hommes, quel est l'avenir des femmes politiciennes? En tout cas, c'est une remarque ce matin qui me saute aux yeux. OK. On va écouter un extrait du discours de M. Trump qu'il a prononcé ces dernières heures. Il n'avait pas encore gagné, mais on savait qu'il avait gagné. On l'écoute. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Donc, Jean-Philippe, je te demanderai pas de commenter sur sa certitude à M. Trump que Dieu lui a sauvé la vie lors de ses tentatives d'assassinat, mais quand il dit « on va tout réparer ce qu'il y a à réparer aux États-Unis », c'est pour ça que j'ai été élu, à quoi on peut penser en priorité? On peut s'attendre à un président qui sera revanchiste et un président qui voudra appliquer toute la force des pouvoirs présidentiels pour, comme il le dit dans son langage à lui, réparer, je préférerais le terme, réorienter le pays, Patrick. Et cela, il le fera de plusieurs façons. Tout ça est annoncé dans un projet dont il s'est dissocié, mais qui existe, le projet 2025 que tu as souligné tout à l'heure, de plus de 900 pages. Cette fois, Donald Trump est prêt à prendre ou reprendre le pouvoir. Et ça, ce n'était pas le cas en janvier 2017. Mais en janvier 2025, il sera prêt. Première chose, les décrets présidentiels, à mon humble avis, seront beaucoup plus nombreux parce qu'on va justifier le fait
de l'urgence d'utiliser cette formule des décrets présidentiels pour tout de suite prendre des décisions très importantes dans plusieurs secteurs, comme l'immigration, par exemple. Et l'autre chose, Donald Trump va s'entourer de gens qui croient cette fois à l'idéologie ou au plan ou aux idées de Donald Trump. Ce n'était pas le cas en janvier 2017. Pour ces deux raisons déjà, mais il y en a d'autres. Par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la déroute démocrate au Sénat. On ne peut pas appeler ça d'une autre manière. Les démocrates rêvaient peut-être de pouvoir au moins conserver leur très, 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 très faible majorité. Ce ne sera absolument pas le cas. Plusieurs de leurs vedettes ont été défaites. Alors, Donald Trump va pouvoir aussi bénéficier d'un appui très important, puis c'est important sur le plan international notamment, du Sénat des États-Unis. Donc, avec tous ces pouvoirs-là, Dieu sait ce que Trump peut décider d'en faire. Dernière question. Qu'est-ce que ça va signifier dans l'immédiat, après janvier 2025, pour les gens au Québec? Bien, je pense que pour nous, Nord-Américains, parce qu'on fait partie d'un tout avec le libre-échange, nos économies sont totalement interdépendantes. Les décisions économiques de Donald Trump auront un impact majeur. Là aussi, tu l'as dit tout à l'heure, le commerce international et donc le libre-échange entre le Canada et les États-Unis va être renégocié et l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires va heurter de plein fouet nos entrepreneurs. Ça, c'est très, très clair. Et ça va forcer là aussi une réorientation des décisions que vont prendre nos entrepreneurs sur l'exportation de nos produits vers les États-Unis. Autre chose, à mon avis, qui va rapidement devenir un enjeu très important, c'est l'enjeu de l'immigration, Patrick. Parce que l'une des choses que Donald Trump a annoncé qu'il ferait serait de déporter les immigrants irréguliers aux États-Unis, dont on soupçonne que le chiffre avoisine 12 millions, mais pourrait être beaucoup plus. Ce n'est pas tant de se demander s'il va être capable de mettre en œuvre ce programme. Là, bien des gens qui pensent que c'est irréaliste, mais le fait de l'annoncer va provoquer une réaction de peur chez les immigrants irréguliers aux États-Unis et donc la recherche, sans nul doute, de façon de se dérober de cette annonce par Trump. Et l'une des manières de se dérober de cette annonce de Trump, c'est sans doute de peut-être vouloir venir ici au Canada. Un autre impact majeur, donc, à prévoir à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et puis pour le reste, on verra comment les marchés vont réagir. Je soupçonne à court terme de manière très, 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 très forte en faveur de Donald Trump. C'est déjà commencé en Asie. Oui. Et je prévois que pour les investisseurs, il y en a pas mal qui vont se frotter les mains, mais attention, c'est comme une pomme empoisonnée. Il y aura un effet boomerang de tout ça à partir du moment où Trump mettra aussi en œuvre ses politiques économiques. Je pense qu'on va creuser le déficit, la dette, et je pense que ce sera un énorme problème en Amérique du Nord à moyen terme. Donc, c'est un petit survol rapide comme celui que tu as fait tantôt, mais, et on n'a pas parlé de l'Ukraine, on n'a pas parlé du Proche-Orient, on n'a pas parlé de beaucoup d'autres choses, la Chine. Les effets seront colossaux. Je pense que tout le monde doit être très surpris de l'ampleur de la victoire de Donald Trump à l'échelle internationale. Et il y en a évidemment qui se frottent les mains, comme Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, qui se disent « ça, c'est une victoire très intéressante pour nous ». Donc, c'est quelque chose ce matin. Mon petit doigt me dit qu'on va avoir l'occasion de se reparler très, très bientôt. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Je te souhaite une excellente journée. On va essayer. Merci. Salut. C'était Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Je sais que ça secoue beaucoup d'auditeurs, ce qui s'est passé aux États-Unis. Écrivez-moi si vous avez des réflexions. Mon courriel, patrick@985fm.ca, dans la messagerie 985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé.
Donald Trump va redevenir président. Il sera le 47e président des États-Unis. Il a gagné haut la main hier, tant au collège électoral que dans le vote populaire. Ça veut dire beaucoup de choses aux États-Unis. Il va y avoir un recadrage de toutes sortes de politiques internes, mais il y aura aussi recadrage des relations bilatérales avec le Canada. Ça va toucher le Québec. On s'en va à Washington parler avec Benjamin Belair. Il est délégué général du Québec à Washington. Monsieur Belair, bonjour. Bon matin, M. Lagacé. Donc, je veux vous entendre. D'abord, vous êtes là-bas, vous parlez aux politiciens américains, aux élus de la Chambre des congrès, aux gens des administrations, etc. Est-ce que l'administration Trump 2.0 va être un casse-tête pour le Québec? Bien, tout d'abord, mon rôle, c'est d'être le représentant du Québec auprès des autorités fédérales américaines. Ça inclut autant les élus, leur personnel, que l'administration publique. Donc, nous, on se prépare depuis des mois à travailler avec la prochaine administration américaine. Et quelle qu'elle soit, il y a toujours un défi quand il y a une nouvelle administration. Donc, on est prêt. C'est certain que la priorité de la délégation à Washington, c'est la politique commerciale. Et vous le savez, il y a un contexte protectionniste aux États-Unis qui transforme des partis. Mais le candidat Trump, maintenant le président Trump, a fait des promesses sur la future politique commerciale des États-Unis, notamment avec son souhait d'imposer des tarifs. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être un défi pour nous, mais pour lequel on est préparé là, depuis plusieurs mois déjà. OK. Écoutez, je sais là, que dans les milieux diplomatiques, et vous êtes une forme de diplomate, là, on marche sur des œufs, on dit il y a cette tendance au protectionnisme. Mme Harris aurait été protectionniste aussi, mais quand même, M. Trump promet des tarifs de 10 à 20 %. Mme Harris n'avait pas fait ça. C'est plus un casse-tête si M. Trump devient président. Bien, tout à fait, c'est un défi supplémentaire. Mais par contre, il faut savoir que cette position-là d'imposer des tarifs est une position de négociation. C'est pas un point de départ, c'est pas un point final. Et dans le passé, le Québec et le Canada ont déjà fait face avec une administration Trump. On a travaillé avec une administration Trump. Puis je vais vous donner un exemple de succès qu'on a eu dans le passé alors qu'on menaçait d'imposer des tarifs. Le cas de l'aluminium. Donc, sous la première administration Trump, on a voulu imposer des tarifs sur l'aluminium. Le Québec, le Canada, avec des entreprises américaines, des élus américains, ont travaillé de concert et on a réussi à convaincre l'administration Trump de suspendre l'imposition de ces tarifs pour le Québec et le Canada. Donc nous, ce matin, on n'est pas découragés. Au contraire, on se retrousse les manches, on met nos bottes de travail, puis moi et l'ensemble de mes collègues du réseau, on va aller à la rencontre des nouveaux élus, puis on va leur rappeler que le Québec joue une contribution positive dans l'économie américaine et qu'on peut même faire mieux, qu'on va être là pour les aider à consolider leur chaîne d'approvisionnement et de production. OK, on parlera des chaînes d'approvisionnement dans un instant, mais si je comprends bien ce que vous dites, M. Belair, là, pour vous, c'est du bluff, ce que fait M. Trump depuis des mois en disant qu'il va imposer des tarifs de 10 à 20 % incluant avec les partenaires là, canadiens. C'est un engagement, ce n'est pas du bluff, mais c'est une première position de négociation. Donc, à partir de ce moment-là, on verra. Pour le moment, ça reste hypothétique, mais advenant le cas que des tarifs soient imposés, on va être prêt à engager la discussion avec les autorités américaines, puis leur rappeler qu'on a une contribution. Puis je vais vous donner un exemple. Je reviens à l'aluminium. 90 % de l'aluminium du Québec s'en va aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'une grande partie des voitures américaines et des maisons américaines sont construites avec l'aluminium québécois. Mettre des tarifs sur l'aluminium du Québec, c'est pas juste pénaliser les entreprises québécoises, c'est aussi pénaliser le consommateur américain en augmentant le coût des voitures et des maisons. Mais ça, M. Belair, écoutez, tous les économistes vont vous dire que vous avez raison. Et tous les économistes, ou presque aux États-Unis, n'ont pas cessé de lever la main pour dire ce que M. Trump veut faire, ça va juste rendre les produits plus chers aux États-Unis, mais il persiste. Fait que je comprends que les Américains vont se faire mal s'ils mettent des tarifs, mais M. Trump n'a pas l'air d'en démordre quand même. Non, tout à fait. C'est sa position. Elle est connue depuis très longtemps. Mais comme je vous dis, dans le passé, il a aussi eu cette position et il a été ouvert à la négociation. Donc, nous, on est confiants ce matin. Puis, comme je vous dis, on se retrousse les manches, on met nos bottes de travail, puis on va s'efforcer de convaincre les autorités américaines de suspendre ces tarifs-là pour le Canada et le Québec. OK. Des lobbyistes et des diplomates à Washington, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens qui veulent l'attention des gens de l'administration,
des parlementaires, des représentants au Congrès, des sénateurs. Comment est-ce que le Québec se distingue? Qu'est-ce qui fait que les gens que vous rencontrez lèvent un sourcil et écoutent ce que vous dites? Bien, vous avez bien raison. Washington, c'est probablement l'environnement en termes de relations gouvernementales le plus compétitif de la planète. Donc, il faut brasser un peu pour faire sa place. Mais je vous dirais que c'est assez facile d'entrer en contact avec les élus américains. Ils sont très intéressés par le Québec. Plusieurs connaissent déjà très bien le Québec, notamment les élus proches des États frontaliers. Et on a des atouts. On est très présent dans le secteur de l'aérospatial. On est en train de développer un corridor, une zone d'innovation entre Albany et Bromont pour les microprocesseurs. On a un potentiel de minéraux critiques et stratégiques qui suscite beaucoup d'intérêt, qui nous permettrait de consolider les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Donc, on n'est pas du tout isolé. On n'est pas invisible, bien au contraire. L'administration Biden avait une politique d'investissement économique là, basée sur un virage écologique. On disait que c'était bon pour notre filière batterie. Qu'est-ce que va changer l'arrivée de M. Trump à cet égard pour notre filière batterie au Québec? Bien, c'est un grand point d'interrogation. Effectivement, les républicains ont souvent mentionné qu'ils souhaitaient modifier l'IRA, qui est le fameux plan d'investissement dans lequel plusieurs de nos entreprises peuvent participer. Puis justement, c'est des investissements dans les nouvelles technologies vertes. Notamment, la cible a souvent été la voiture électrique, donc du fait même les batteries. Mais avec Elon Musk, on peut se demander si les républicains vont pas atténuer leur discours et préserver les grandes parties de l'IRA. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va suivre très attentivement là, dans les prochaines semaines. Pensez pas que M. Musk et Tesla vont être le favori de l'administration, puis les autres vont manger leur bas? Bien, ça reste à voir, mais les programmes sont normés puis ne peuvent pas être orientés pour une seule entreprise. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt l'ensemble des programmes ou une partie des programmes qui risquent d'être préservés au bénéfice de l'industrie et non pas d'une seule personne. Là. OK. Qu'est-ce que les secteurs de l'économie qui vous inquiètent plus au Québec, là, dans nos échanges, quels sont-ils? Vous avez mentionné l'aluminium. Ça avait été ciblé au prix de négociation assez fastidieuse. L'administration de M. Trump avait reculé. Qu'est-ce qui est plus inquiétant pour les PME québécoises présentement? Bien, je vous dirais, c'est la politique commerciale en général, parce que la promesse du candidat Trump, qui est maintenant président, c'est d'imposer des tarifs sur l'ensemble des importations. Donc, tous les PME qui font affaire aux États-Unis seraient touchés. Puis je vais vous donner juste quelques chiffres là, pour illustrer l'importance. Les États-Unis, c'est notre premier partenaire commercial. C'est plus de 70 de nos exportations qui vont aux États-Unis. C'est 12 000 entreprises québécoises qui font affaire aux États-Unis et c'est 400 000 emplois au Québec qui dépendent de notre relation aux États-Unis. Donc, pour le moment, moi, ce que je surveille, c'est ces fameux tarifs-là. Puis il va falloir être prêt à aller rencontrer les autorités américaines pour leur expliquer qu'on est des partenaires, on est des alliés, puis qu'on a tout intérêt à être intégrés aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines et ne pas se faire imposer ces fameux tarifs. OK. M. Belair, comme délégué général du Québec à Washington, vous parlez là aux gens des administrations, vous parlez aux parlementaires. Je veux vous entendre sur une chose. Il n'y a pas une bonne relation entre M. Trump et M. Trudeau. M. Trump le déteste. Est-ce que ça a un impact? Parce que, tu sais, vous le dites, on dit aux Américains qu'on est des bons partenaires, mais pour eux, on est d'abord des Canadiens, puis notre premier ministre, c'est quelqu'un que le nouveau président déteste. Bien, vous comprendrez que dans mon rôle, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais je peux vous dire quelque chose. Les Québécois peuvent être fiers du réseau de représentation qu'on s'est donné dans le monde. C'est unique qu'un État fédéré ait une présence partout sur la planète comme ça. Et on a nos propres bureaux aux États-Unis. On a 9 représentations. À Washington, on a notre propre bureau qui est à 200 mètres de la Maison-Blanche. Donc, on s'est doté au Québec de cette capacité à mener notre propre diplomatie. Évidemment, on travaille en concertation avec les autorités fédérales. Je travaille étroitement avec mes collègues des autres provinces qui sont présents à Washington. Mais on a un atout majeur dans ce contexte que vous mentionnez. Et c'est le fait qu'on a notre propre réseau diplomatique aux États-Unis. Est-ce que j'ai compris que ce réseau diplomatique québécois a été, disons, mieux pourvu dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Il y a eu ajout de personnel, je pense.
Oui, tout à fait. Il y a eu 3 actions qui ont été engagées par le gouvernement du Québec. Premièrement, on a bonifié le réseau. Donc, il y a des bureaux qui ont été transformés en délégations, des ressources qui ont été ajoutées partout. Notamment à Washington, on a doublé le personnel de la délégation. On a aussi multiplié avec ces nouvelles ressources-là les rencontres avec les élus. Puis, pas juste avec les élus fédéraux, aussi avec les élus à l'intérieur des États, mais même les élus au niveau des municipalités. Et troisièmement, depuis des mois, il y a un groupe de travail qui prépare divers scénarios et diverses stratégies en fonction des résultats de l'élection. Vous allez être un homme pas mal occupé, vous et vos équipes à Washington. Merci d'avoir pris le temps. C'est très apprécié, M. Belair. Je souhaite une bonne journée et un bon mandat à l'aube du 2e mandat de M. Trump. Merci beaucoup. Merci. C'était Benjamin Belair. Il est délégué du Québec à Washington. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Je me tourne maintenant vers Martine Hébert. Vous l'avez entendu, elle était avec nous hier, économiste et surtout ex-déléguée générale du Québec à New York et à Chicago entre 2019 et 2024. Martine, bonjour. Bonjour, Patrick. Surprise? Oui, assez surprise, je vous dirais. Mais dans la soirée, on a vu quand même assez tôt une tendance là, qui se dessinait. Et on voyait bien là, que M. Trump était en train de gruger carrément et de chauffer très, très fort là, les démocrates dans plusieurs États, dont les États pivots notamment. On a parlé tantôt avec Benjamin Belair, il y a quelques minutes. Il est, lui, délégué à Washington. Et il nous a expliqué c'est quoi son métier, comment il voyait les choses. Et ce qu'il dit, c'est, écoutez, on met nos bottes de travail, puis on va aller travailler pour convaincre les Américains que le Québec est un partenaire important. Je le sais tenu à une certaine discrétion, à une certaine diplomatie. Est-ce que... Je lui ai posé la question, il louvoyait un peu, je dois le dire, là, mais je comprends sa position. Martine, oui. Vous avez été à sa place dans d'autres villes américaines. Ça complique sa tâche, là, que ce soit M. Trump. Là. Pas facile, Patrick. Effectivement, ça complique énormément la tâche parce que, vous savez, M. Trump, premièrement, quand il négocie, il est assez dur. Hein? Il part avec... Et là, il a dit, je vais imposer 10 à 20 % de tarifs sur tous les produits de tous les pays. Il n'a pas exclu le Canada, pas du tout de son discours, au contraire. Il a même dit incluant le Canada. Donc, et M. Trump, en fait, l'élément marquant aussi, Patrick, c'est que M. Trump n'est pas très prévisible, disons ça comme ça. C'est pas la première fois que vous soulevez ça et qu'en économie, en investissement, on aime le facteur prévisibilité. C'est un déterminant économique très important, la prévisibilité, parce que si on n'est pas capable de prévoir ce que M. Trump va faire, qu'est-ce qu'il va décider dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 6 mois, les entreprises vont dire, je vais attendre avant d'investir, je vais attendre avant d'investir dans telle ou telle partie de mon entreprise pour voir comment ça va se passer. Puis on l'a vu la dernière fois, quand il avait décrété les tarifs sur l'aluminium, là, il avait fait ça. Il n'avait pas avisé personne très, très à l'avance. Là. Donc, je le dis toujours, avec M. Trump, on était toujours à un tweet matinal d'un nouveau tarif ou d'un accord déchiré. On ne sait jamais qu'est-ce qui va lui passer par la tête et qu'est-ce qu'il va décider dans la journée. Ses propres conseillers ne le savent même pas. Dans la relation canado-américaine, dans la relation du Québec aussi, parce qu'on a nos représentations là-bas, quelles sont nos forces? Qu'est-ce qui fait que les législateurs américains, que les gens autour de M. Trump vont écouter nos arguments? D'abord, nos économies sont très intégrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans plusieurs cas, par exemple, les manufactures américaines vont utiliser des produits qui viennent du Canada, vont utiliser des composantes qui viennent du Canada ou du Québec. Donc, je vais vous donner juste un exemple. On dit qu'une voiture, une voiture, avant qu'elle se rende au garage dans un concessionnaire, qu'elle soit vendue aux consommateurs aux États-Unis, elle peut traverser la frontière 8 fois. Okay? Donc, ça vous donne une idée parce qu'il y a des composantes qui sont installées ici. Après ça, ils repartent aux États-Unis, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire l'économie intégrée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a quand même certains atouts. Et je pense que M. Belair vous en a parlé tantôt, là, Benjamin. Il y a quand même des produits que nous avons, que les Américains recherchent, puis ils veulent se défaire de leur dépendance à la Chine. Comme quoi? Quand on parle, par exemple, de la défense puis de l'aérospatiale, l'aluminium, l'acier, ils veulent pas en importer
de la Chine. Donc, il faut qu'ils le prennent quelque part. Je veux dire, on est des producteurs importants. C'est des choses, c'est du matériel aussi qui est stratégique pour la défense américaine. Les minéraux critiques et stratégiques, ils veulent se défaire aussi de leur dépendance à la Chine par rapport à ça. Donc, et on en a. Et nous en avons au Canada puis au Québec particulièrement. Donc, ça, ce sont des atouts qui sont importants pour les Américains à ce stade-ci. Et je vous dirais que l'autre caractère qu'on a, ou caractère particulier, puis on l'a vu, il y a quand même un certain trauma qui est resté au niveau des bris des chaînes d'approvisionnement à la suite de la COVID. Et donc, on est un partenaire fiable au niveau des chaînes d'approvisionnement aussi. On est, Martine, on est un partenaire fiable et on l'est depuis des années. C'est sinon la plus grande relation commerciale dans le monde. Mais par contre, M. Trump nous a souvent traités en adversaires pendant ses 4 ans au pouvoir. Oui, c'est ça, c'est sa stratégie de négociation. M. Trump, il négocie en partant comme le gros méchant loup qui veut manger la mère grand, le petit chaperon rouge et tout ce qu'il y a dans la maison, et les chiens et les chats, je dirais, mais bon, je vais m'abstenir. Ouais, ça, c'est un autre dossier. Oui, c'est ça. Mais donc, il part toujours comme ça. Et c'est vrai que vous le mentionnez, qu'on est le principal partenaire économique, mais ce qu'on ne sait pas, Patrick, c'est que le Canada est toujours aussi le premier client pour 34 États américains. Ça, il faut le rappeler. Et ça, quand on le rappelle aux Américains, les Américains le voient bien. On a des entreprises qui investissent aux États-Unis. On a des entreprises qui créent des emplois aux États-Unis. On a des entreprises qui sont importantes pour les États-Unis. Je pense que Benjamin vous parlait tantôt des semi-conducteurs. Les fameux semi-conducteurs, c'est excessivement stratégique pour les États-Unis. On a justement une belle alliance, le corridor Albany-Bromont au Québec, avec les Américains puis IBM, justement dans ce secteur-là, qui est névralgique là, pour les Américains. Donc, on a plusieurs petits atouts comme ça. Le défi, Patrick, c'est de propager la bonne nouvelle et de faire connaître ça auprès des décideurs, des élus américains. Qui sont très sollicités. Est-ce que notre message, est-ce que c'est facile d'avoir des rendez-vous? Bien, je vous dirais que moi, j'ai jamais eu de difficultés. C'est sûr qu'il y a certains États où on est moins connu. C'est sûr qu'à Washington, par contre, le Québec et le Canada, évidemment, on a notre ambassade qui est là. Donc, on a plus de facilité d'avoir accès aux élus. Je pense à nos agriculteurs. Les Américains, il y a des forces aux États-Unis qui n'aiment pas ça qu'on ait un marché protégé. Par exemple, qu'il y a une gestion de l'offre pour le lait, qui trouvent que notre marché agricole est trop fermé. Est-ce que l'arrivée de M. Trump, qui va être plus organisé, qui arrive pas désorganisé comme en 2016, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nos agriculteurs? Bien, écoutez, je vous dirais que c'est sûr que ça va faire partie des prochaines discussions en 2026 parce que notre accord de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis, le vient à échéance, doit être revisé, c'est-à-dire en 2026. Donc, c'est clair que ça va faire partie des discussions. Et vous savez, on en a laissé petit peu par petit peu de la gestion de l'offre là, à chaque fois qu'on négocie des accords. Donc, il y a fort à parier qu'on va peut-être devoir effectivement faire des concessions. Puis d'ailleurs, Donald Trump en a parlé déjà, de la gestion de l'offre. Oui. Sauf que faut pas se leurrer. Les Américains, là, je veux dire, au Wisconsin, là, dans ce qu'on appelle le Dairy State, les Américains subventionnent à fond la caisse là, leurs agriculteurs. Donc, non, mais ils ne voient pas ce qu'eux font. Ils pensent beaucoup à ce que nous faisons en matière d'agriculture. C'est ça, exactement. OK, je veux qu'on écoute une clip. Oui. J'ai interviewé il y a pas très longtemps, lundi dernier, j'ai interviewé Pierre Poilievre. Marc Garneau, l'ancien astronaute, ancien ministre des Affaires étrangères de Justin Trudeau, et je lui ai posé une question à propos de Pierre Poilievre. Est-ce que Pierre Poilievre est plus apte à, je dirais, composer avec Donald Trump que M. Trudeau peut l'être? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont des tempéraments qui sont plus semblables. Alors, oui. J'ai l'impression que je dirais pas que la chimie est facile avec M. Trump pour n'importe qui, parce que c'est un homme très, très difficile. Martine, M. Trump déteste personnellement Justin Trudeau, ne s'en est pas caché. Est-ce que c'est un obstacle à la bonne relation canado-américaine? Je pense qu'il y a des forces qui vont rappeler quand même M. Trump à la raison. Même si vous l'avez mentionné tantôt, puis c'est important de le dire, là, M. Trump est beaucoup plus préparé aujourd'hui en arrivant au pouvoir qu'il ne l'était quand il est arrivé en 2016. Ça, c'est clair. Les gens qui l'entourent sont des fidèles, sont des purs et durs. Maintenant, cela étant dit,
Est-ce que... donc, il y a des forces qui vont le rappeler à l'ordre autour de lui aussi, parce qu'il y a des entreprises qui vont dire, écoutez, là, les tarifs, le Canada, c'est important, etc., etc. Donc, effectivement, au niveau du style, de la rhétorique, on le voit bien, là. Je veux dire, M. Poilievre ressemble beaucoup plus, sans tomber dans les amalgames, comme on dit, M. Poilievre ressemble beaucoup plus à M. Trump, a beaucoup plus de rapprochement là, que M. Trudeau peut en avoir. Ça, c'est clair. Martine, ça a été très éclairant de parler avec vous aujourd'hui et hier. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir partagé. Merci à vous. Martine Hébert, économiste et aussi ex-délégué général du Québec à New York de 2019 à 2024. New York et Chicago, donc 2 mandats qui ont chevauché les administrations de M. Trump et de M. Biden. On va prendre une petite pause de toute la couverture de l'élection de Donald Trump et on va revenir sur le plancher des vaches pour parler d'une histoire de notre temps, une histoire de harcèlement. J'en ai déjà parlé à ce micro il y a un an et demi. J'en ai parlé dans la presse. C'est le cas de Laurence Gratton. Laurence Gratton est enseignante au primaire et quand elle était à l'université, elle a été harcelée numériquement, comme d'autres camarades de classe, comme d'autres jeunes femmes, par un gars qui a été retracé, arrêté et condamné. Elle pensait que c'était la fin de son histoire jusqu'à ce qu'elle témoigne dans le documentaire de Léa Clermont-Dion sur le harcèlement numérique. Je vous salue, salope. Depuis, son cauchemar a recommencé. Laurence Gratton, bonjour. Bonjour. Laurence, j'ai mis la table, mais peut-être raconter aux gens qui nous écoutent ce qui s'est passé après la diffusion du documentaire « Je vous salue, salope ». Oui, alors, moi, j'ai participé au documentaire là, pour parler de la cybermisogynie en ligne de laquelle j'étais victime là, depuis des années. Et à ma connaissance, mon harceleur, à cette époque-là, n'avait plus accès à des réseaux sociaux, à des ordinateurs, parce que c'était des conditions qui lui avaient été données par la Cour. Mais finalement, je m'étais trompée, en fait. Donc, il avait retrouvé son droit d'accès aux réseaux sociaux, à l'ordinateur et tout ça. Et il a recommencé à me harceler de plus belle, avec une escalade de violence là, assez incroyable. Quand vous dites « il a recommencé à me harceler », vous l'énoncez comme un fait, vous en êtes certaine, vous êtes certaine que c'est le même gars, sauf que la police n'a pas pu faire la preuve de ça, si je ne me trompe pas, malgré vos plaintes. Oui, exactement. Donc, parce que mon agresseur utilise des faux comptes, c'est très difficile pour la police de venir prouver là, que c'est lui, même si tout pointe vers lui, puis il y a plusieurs preuves circonstancielles là, qui démontreraient que c'est lui. On a besoin vraiment d'une confirmation que c'est lui qui est derrière le compte, puis c'est très compliqué. En fait, ça semble très compliqué là, pour la police d'aller chercher ces preuves-là. Je sais qu'il vous a écrit là, tout récemment, je pense que c'était juste avant l'Halloween. Qu'est-ce qu'il vous a écrit? Oui, alors la veille de l'Halloween, j'ai reçu un message là, qui... En fait, le message stipulait que cet homme-là me surveille quand je suis chez moi, qu'il est venu chez moi à plusieurs reprises pour m'observer et qu'il comptait empoisonner ma fille qui est un bébé. En fait, là, ma fille a 16 mois, donc il comptait l'empoisonner avec des bonbons d'Halloween, lui percer la gorge. Donc, je suis désolée, c'est des détails là, qui sont gracieux, mais c'est important de les nommer parce que ça démontre bien toute la violence du message, que c'était une question de temps, en fait, que ça pouvait arriver d'une minute à l'autre avant qu'il nous roule dessus avec sa voiture, ma fille et moi. Donc, c'était des menaces, là, pour moi, assez claires, là, puis très violentes. Là. Il y avait beaucoup de détails sur comment ma fille allait mourir et tout ça là, dans ce message-là. Et c'est pas la première fois qu'il vous écrit. Il fait ça régulièrement, si je me trompe pas. Non, c'est pas du tout la première fois qu'il m'écrit. Pour vous donner une idée, là, c'était la 4e fois qu'il menaçait ma fille de mort depuis sa naissance. Est-ce que vous savez si la police consacre des bonnes ressources à essayer de retracer cette personne-là, Laurence? C'est une question qui est un peu complexe parce que la police me dit oui. En fait, je sais que la police travaille fort pour essayer de le démasquer en ligne. Mais là, moi, ma question, c'est une fois qu'on a établi là, que c'était difficile, voire même impossible de le démasquer en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer d'arrêter cet homme-là? Parce que
moi, je crois pas. Là, c'est impossible que ça s'arrête là, puis que moi, je suis condamnée à recevoir des menaces de mort jusqu'à la fin de mes jours. Là. Donc oui, il consacre des efforts, mais selon moi, peut-être pas des efforts qui sont assez grands. Là. Mais est-ce que vous savez si c'est la police qui arrive pas à le coincer ou si c'est au chapitre du dépôt des accusations avec les procureurs de la Couronne que ça fonctionne pas? Donc ça, c'est un autre volet. Effectivement, la police avait réuni un certain nombre de preuves circonstancielles. On est allé voir une procureure de Laval et cette procureure-là jugeait que pour l'instant, les preuves sont un peu incomplètes, voire insuffisantes. Donc, on a envoyé la police retourner travailler sur ces preuves-là. Mais on aurait pu en faire retenir mon dossier, puis c'était le choix de la procureure là, de pas le retenir. Donc, je sais pas exactement si cette procureure-là comprend toute la détresse là, que moi je vis avec les menaces que je reçois. Mais je sais que la police a essayé vraiment fort là, de faire passer le dossier auprès de la procureure. Et pour vous, Laurence Gratton, là, c'est absolument certain que l'auteur des messages que vous recevez présentement, c'est la même personne qui avait été arrêtée, condamnée pour vous avoir cyberharcelé, vous et des camarades de classe à l'université il y a quelques années. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute pour moi et je pense que cette personne-là prend plaisir à continuer de mettre des petits indices par-ci par-là que c'est elle en sachant très bien qu'elle ne se fera pas démasquer et je suis persuadée également que je ne suis pas sa seule victime en ce moment. Là. Cette personne-là fait des ravages ailleurs. Comment ça affecte votre vie? Mon Dieu, c'est un niveau d'angoisse qui est très grand ces temps-ci. Tu sais, je pense que tout le monde peut s'imaginer là, quand on est parent, qu'on a un jeune enfant à la maison. Puis moi, quand je reçois un message comme ça la veille de l'Halloween, puis j'ai pensé tout de suite à l'Halloween que j'allais passer avec ma fille le lendemain dans mon quartier. On se promène dans les rues et tout ça, donc c'est sûr que c'est des nuits à mal dormir, mais c'est aussi un sentiment d'impuissance, je me sens abandonnée par le système et tout ça. Donc, c'est de recevoir des menaces comme ça puis de penser que la personne pourrait rester impunie, là, c'est sûr que c'est extrêmement frustrant, là, étant donné que ça fait des années que ça dure également. Là. Merci pour les explications. On sympathise, Laurence Gratton. C'est une sorte d'histoire d'horreur de notre temps, du 21e siècle. Un cyberharceleur qui est apparemment impossible à retracer. Bonne chance pour la suite. Merci. Voici Patrick Lagacé. On va parler d'éducation maintenant en conclusion de notre bloc d'entrevue. Vous vous souvenez de la saga de l'école Bedford? L'école Bedford a été le théâtre d'un climat empoisonné. Il y a beaucoup de gens là-bas qui se sont plaints non seulement à l'employeur des comportements de 11 profs de ce fameux noyau dur, mais aussi à leur propre syndicat. Le syndicat est sur la sellette depuis les révélations de notre collègue journaliste Valérie Leboeuf. Valérie est avec nous. Elle a appris qu'il y a une assemblée extraordinaire de l'Alliance des professeurs de Montréal qui va avoir lieu le 19 novembre prochain. Ça se tient à la demande de plus de 200 enseignants. Valérie, bonjour. Salut, Patrick. Donc, écoute, qu'est-ce qui reproche à l'Alliance, ces profs-là? Bien, en fait, c'est évidemment dans la foulée de ce qui s'est passé à Bedford. Les profs souhaitent comprendre ce qui s'est passé au sein de leur syndicat durant les 7 années où il y a des membres de l'équipe école qui ont tenté, comme tu dis, d'obtenir de l'aide. Les profs souhaitent aussi connaître l'état de la situation actuelle dans les écoles du Centre des services scolaires de Montréal. On sait que présentement, il y a 3 écoles qui sont toujours sous enquête, comme l'a dit le ministre Drainville, soit les écoles primaires Saint-Pascal-Bellon, Bienville, il y a l'école secondaire Lavoie également. Et les enseignants qui demandent aussi la création d'un comité de prévention de la violence, du harcèlement, de l'intimidation du personnel. Et pour terminer, ils demandent un vote de confiance à l'endroit des 8 membres du conseil d'administration de l'Alliance des professeurs de Montréal. Donc ça aussi, c'est exigé dans le cadre de cette rencontre qui aura lieu le 19 novembre. Puis il faut mentionner, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire « Ouais, mais 214 profs qui demandent une rencontre, c'est pas beaucoup sur 10 000 enseignants au Centre de services scolaires de Montréal, mais tout ça s'est organisé pratiquement en catimini et très, très rapidement. En 4 jours, là, on a réussi à amasser 214 signatures. Mais si je comprends bien, là, le grief, sans mauvais jeu de mots, syndical, c'est vraiment sur la conduite ou, disons, l'absence de gestes posés par le syndicat envers les collègues intimidateurs à l'école Bedford.
Oui, parce que si on se rappelle, moi, j'ai reçu des courriels l'année dernière de gens qui m'avaient envoyé à propos de demandes syndicales qu'ils ont fait. Et je vais t'en lire 2 petits extraits, si tu veux bien. On a écrit le 17 février 2022 à Mme Catherine Beauvais-Saint-Pierre en disant nous vous écrivons aujourd'hui car nous considérons que la situation à Bedford est en train de se détériorer. En tant qu'acteur de la vie scolaire, nous pensons que vous devez connaître le climat de travail à notre école. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de réponse du côté du syndicat. Une autre demande qui a été faite le 21 avril où on dit également que finalement, on réalise que nous aider dans cette situation, on est dans le mandat de personne. De mon côté, je laisse tomber avant de me rendre vraiment malade. Je voulais simplement une école où tous sont consultés, dans laquelle on a le droit de s'exprimer librement et ne pas vivre de représailles. Donc, le syndicat, l'Alliance des profs peut pas dire « je ne savais pas » parce qu'ils ont été avertis par des syndiqués de l'école Bedford à l'époque, là. Exactement. Et là, moi, j'ai posé la question au syndicat hier, à savoir, premièrement, une assemblée générale extraordinaire, combien il y en a eu dans les 5 dernières années? Bon, on m'a répondu finalement qu'il y en a eu une seule, puis c'était pour une journée de grève climatique en 2022. Puis on m'a dit également que c'est une bonne idée, en fait, d'avoir une assemblée dans le contexte actuel. Ça pourrait permettre de donner et là, je lis ce qu'on m'a écrit, évidemment, parce qu'on m'a pas parlé. Ça permettrait de donner un état de situation et de formuler plusieurs mises au point concernant le dossier des écoles sous enquête, de réitérer les rôles et responsabilités respectives des parties et de rappeler aux enseignantes et enseignants l'importance de dénoncer les situations problématiques à leur direction d'établissement. Et juste à leur direction d'établissement. Oui. Parce que écoute, je ne veux pas te mettre des commentaires éditoriaux dans la bouche, mais je l'ai lu comme toi, le fameux rapport ministériel. Puis disons que le syndicat faisait de la résistance pour accommoder les profs qui empoisonnaient l'atmosphère. Il faut le dire quand même, là. En fait, j'allais seulement ajouter que Catherine Beauvais-Saint-Pierre, en entrevue, avait dit que le délégué syndical était très impliqué, que c'était un bénévole, c'était difficile de trouver des gens qui s'impliquaient comme lui. Oui, et parmi les profs qui empoisonnaient l'atmosphère, il y en a qui sont devenus aussi délégués syndicaux. Sinon, Valérie, tu as appris que le Centre de services scolaires a fait une demande à ses employés quand il est question de signaler des actes répréhensibles. Oui, en fait, il y avait une ligne de signalement d'actes répréhensibles qui a été mise en place. Puis là, j'ai reçu un document du Centre de services scolaires de Montréal qui m'a été envoyé en disant qu'à partir du 30 novembre, ce mécanisme reviendra au protecteur du citoyen. Donc, si vous êtes un employé du Centre de services scolaires de Montréal, que vous voulez signaler un acte répréhensible, ce n'est plus la ligne qui va fonctionner, mais bien le protecteur du citoyen. Merci beaucoup, Valérie. On aura l'occasion de s'en reparler très bientôt. C'est un dossier qui accouche toujours de nouvelles révélations, toute cette saga de Bedford. Merci beaucoup. Merci. C'était Valérie Leboeuf de Cogeco Nouvelles. Ça fait le tour de nos entrevues d'actualité pour l'instant. Donald Trump qui a dit hier dans son discours « J'ai été sauvé par Dieu », parce qu'on sait qu'il y a eu une tentative d'assassinat ennemie sur lui dans les derniers mois. Et là, on va faire le travail. Je ne sais pas si Dieu est un Américain, mais l'homme le plus puissant de la planète est maintenant Donald Trump. Et ça chamboule bien les affaires. J'ai décidé de réunir autour de la table les animateurs de la station dans la grille de jour. Donc, Philippe Quentin qui est au bout du fil, Geneviève Petersen, l'animatrice de l'émission. Ça va aller dès 18h30. Nathalie Normando et Luc Ferrandez et Marie-Ève Tremblay, animatrice de Radio Texto de 10h à midi. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Je vais commencer avec Philippe, qui n'est pas autour de la table. Philippe, étais-tu surpris du résultat? Ah oui, très, très surpris, Patrick. Surtout de la rapidité. Hier, on avait une émission spéciale avec Valérie Baudouin sur les ondes de Cogeco Média. Ça commençait à 22h. Moi, j'étais convaincu qu'on aurait le temps de dresser la table, de dire, bon, c'est très serré, on s'en va dans telle direction, mais il reste encore beaucoup de résultats à venir. Pourtant, je te dirais qu'au fond de moi-même, quand on a ouvert le micro à 22h, dans ma tête, c'était réglé. La tendance était déjà tellement forte. On pouvait se raccrocher à toutes sortes d'éléments comme « Oui, OK, il est en avance dans plusieurs États, mais le vote dans les milieux urbains n'est pas encore comptabilisé. C'est vraiment le vote des zones rurales qui vient de sortir. Donc, attendons, soyons prudents. Vous allez voir quand ils vont commencer à compter dans les grandes villes, par exemple en Pennsylvanie, à Philadelphie, à Pittsburgh, le vent va tourner. » Mais ils ont commencé tout à coup à le compter, ce vote-là. Puis le vent, il tournait pas du tout. Là. Au contraire, ça restait grosso modo dans la même direction. Alors pour moi, la plus grande surprise, c'est l'ampleur de la victoire. 2, le fait que cette victoire n'a jamais, mais alors là, jamais été mise en doute à partir de 7-8 heures quand les premiers résultats ont commencé à sortir. Pour moi, tout ça, c'est assez renversant dans le contexte. Je vais revenir à toi dans quelques instants, Philippe, mais je veux parler maintenant avec Geneviève Petersen. Geneviève, tantôt,
hors d'onde, tu as eu une réflexion vraiment intéressante et c'est celle des chambres d'écho. Ceux qui pensaient que Mme Harris allait gagner, il y a quelque chose à propos des États-Unis que ces gens-là ne comprenaient pas. Bien, je pense qu'on a beaucoup erré à cet effet-là. Les États-Unis, ce n'est pas que Taylor Swift, ce n'est pas que Saturday Night Live, ce n'est pas que le discours des artistes qui se prononcent pro-démocrates. C'en est une chambre d'écho. Puis je pense qu'on est beaucoup, entre guillemets, à avoir été un peu trop sensible à ces discours-là. Je lisais l'article d'Yves Boisvert dont tu faisais allusion un peu plus tôt sur le conservatisme. Il y a une montée du conservatisme. C'est pas seulement aux États-Unis, c'est à l'échelle planétaire. Je lisais hier des commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens disaient les Américains sont fous. Moi, je trouve que la vraie question à se poser, c'est pourquoi les Américains ont voté pour Trump malgré les accusations, malgré les comportements douteux, malgré ses propos parfois loufoques. Mais c'est parce qu'il passe par-dessus. Je regardais un reportage vidéo d'Émilie Dubreuil à Radio-Canada, comprendre les divisions aux États-Unis avec les routiers. Moi, ça me frappait. Il y a cette femme d'origine mexicaine, une immigrante, qui a fait un master en administration. Elle a tout là, pour être contre Donald Trump. Et elle dit, moi, je passe par-dessus malgré ça à cause de l'économie. Parce que les gens, ils pensent à mettre du pain, du beurre sur la table. Ils sont pas en train de se poser plus de questions de ça. Je pense que c'est trivial, mais je pense que ça fait partie de l'explication. Nathalie, tu as été en politique. Oui. Tu as vécu des surprises. Tu as décortiqué des victoires et des défaites. Comment tu décortiques cette victoire-là de M. Trump ou cette défaite-là de Mme Harris? Bien, c'est la victoire de l'inflation sur la démocratie 1. Et Donald Trump, c'est Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can. Et la formule n'est pas de moi, mais d'une auditrice, Mme Pouliot. Ça fait des années qu'on essaie de comprendre le phénomène Trump. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la violence auquel il a eu recours en 2016, mais encore plus dans le cadre de cette élection-ci. Et les résultats extrêmement spectaculaires parce qu'il a gagné une majorité confortable auprès des grands électeurs, mais auprès du vote populaire, viennent en quelque sorte légitimer le recours à la violence dans le discours public. Violence et mensonge. Alors, c'est comme si les Américains disent « Tu nous as menti, tu nous as raconté des bobards, mais sais-tu quoi? Nous, ça nous convient, ça nous va. » Alors, c'est une façon, pour moi, je trouve ça préoccupant parce que c'est une forme de... C'est comme si on venait banaliser le recours à cette violence puis à ces mensonges. Et puis, on en faisait, dans le fond... Puis on érigeait ça en nouvelle norme sur le plan politique. Je vais passer le bâton de la parole à Marie-Ève Tremblay dans un instant, mais Geneviève, tu levais la main. Bien, c'est parce que je trouve que, au contraire, Donald Trump vient cristalliser une certaine crainte. Aux États-Unis, on est très libertarien et il y a tout ce discours contre les élites. Et lui, moi, je vais y aller quand même assez bold, là. Il représente pour certaines personnes le Messie. C'est le retour du Messie. Il y a du religieux là-dedans. Bien, absolument, absolument. Et il incarne à merveille cette méfiance des Américains envers les institutions. Ce qu'ils disent, les gens qui sont pas pour Trump, mais qui ont voté pour Trump, c'est qu'il est différent des autres, en ce sens il est perçu comme le sauveur de l'Amérique. Je comprends qu'il a menti, je comprends tout ça, mais rendu là, ça relève du domaine de la croyance. Et tu parles des élites et tu parles... les complots, le QAnon et tout ce kit-là. Là. Oui, mais il y a ce rejet des élites, mais... Oui. Qui est l'élite si c'est pas Elon Musk aux États-Unis, Marie-Ève? Moi, c'est vraiment ça qui a attiré mon attention. Et il est tout à fait pro-Trump. Pour moi, c'était pas la campagne de Donald Trump, c'était la campagne de Elon Musk. Puis je mettrais même un 10 qui va se présenter dans 4 ans. Il peut pas. Ben non, mais tu sais, il veut la place, puis là, ben il le fait par l'intermédiaire de Donald Trump. Il pourrait avoir des responsabilités dans son administration. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur son réseau social X, c'était des tweets chaque jour, des centaines de milliers de réactions aussi. Des faussetés. Puis, j'ai essayé d'aller me désabonner. C'était intéressant. Je me dis, je vais aller me désabonner, Colin. De son compte? Oui, j'arrive sur son compte. Je n'étais pas abonnée, Patrick. Mais tu le voyais constamment. Mais je le voyais constamment parce que c'est son réseau social. Alors, les 250 millions d'utilisateurs actifs tous les jours sur ce réseau social-là étaient obligatoirement exposés à ses propos. Répète, jour après jour, le message par rapport à Trump, c'est extrêmement payant. Puis on l'a vu, Donald Trump a investi beaucoup moins en publicité que Kamala Harris. Est-ce qu'il en avait besoin? Je n'ai pas cette impression-là. Bien, il y a beaucoup de publicité. Au-delà de X et du fait qu'il est favorisé sur X, là, la preuve a été faite. Là. Je veux dire, tous les comptes qui sont à droite, extrême droite, masculinistes, crypto, etc., sont amplifiés par l'algorithme. Ceci étant dit, M. Trump a aussi beaucoup de publicité gratuite parce que les singeries qu'il fait, les niaiseries qu'il dit, sont rapportées. Et c'est vraiment le vieux principe, Luc, on dirait, du parlez-en bien, parlez-en mal. Mais l'élection a porté sur Trump. Donc, c'est ça. Oui. Et Mme Harris parlait toujours de Trump. Ben oui. L'élection n'a pas porté sur des programmes électoraux. Elle a porté sur Trump.
Puis Mme Harris, elle a fait ce choix-là. À partir du moment où elle est arrivée en débat avec lui puis qu'il a dit « They're eating the dogs », là, elle s'est dit « OK, he's weird ». Puis Walt s'est dit ça aussi, he's weird. Puis là, ils ont axé là-dessus. Il est bizarre. Weird. Il est bizarre. En se disant « OK, on va faire porter ça sur lui ». C'est une erreur stratégique, on le voit maintenant. Les gens, comme tu disais, Nathalie, des gens qui disent il est violent, il est menteur, il est fasciste dans certains éléments de sa personnalité, il est hyper sexiste, il est machiste, il est toxique. On va voter pour lui quand même. Exactement. J'allais pour dire, Luc, que Trump a réussi à mettre des mots sur la souffrance des Américains. Parce que tu disais, Geneviève, et je suis tout à fait d'accord avec toi, l'inflation, c'est ce qui a pris le... En fait, c'est ce qui a pris le pas. Et quel était le message de Kamala Harris? C'est, bien là, la démocratie est en danger, ça risque d'être la dernière élection, etc., etc. Mais ça n'a pas percolé chez les électeurs. Pourquoi? Parce que c'est pas leur réalité du quotidien. La fin de la démocratie, là, c'est un beau discours, là. Ça peut sembler loin des préoccupations du monde. Ça met pas du pain puis du beurre sur ta table. Ça permet pas de payer tes factures à chaque mois. Je retourne à Philippe Quentin. Philippe, je sais que tu es un nerd de politique américaine et je suis curieux de connaître ton évaluation. Tu sais, on parle de la campagne de M. Trump. Il me semble que la campagne de Mme Harris n'a pas été non plus un exemple en la matière. Non, elle a peut-être pas été un exemple, mais elle a quand même pas dit le nombre d'énormités que Donald Trump a dit. Elle ne représentait certainement pas une menace pour la démocratie. Elle ne représentait certainement pas une menace pour les droits des femmes. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans quel environnement, Patrick, aux États-Unis? On se retrouve dans un environnement qui, à mon avis, va devenir très rapidement violent. Violent pour tous les adversaires de Donald Trump. Il l'a dit plusieurs fois. Il entend régler ses comptes quand il accédera à la présidence. Et il y a tout lieu de croire qu'il va le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit, ben non, il parle beaucoup, il dit des choses, mais il le fera pas. Je m'excuse, il fait ce qu'il dit, il faut lui donner ça. Regardez toute la question de l'avortement. Il avait dit qu'il irait travailler pour l'interdiction de l'avortement. Il l'a fait. Il a réussi à nommer 3 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême des États-Unis. Ces juges-là, qui pourtant, quand ils avaient comparu devant le Sénat, qui devaient avaliser leur nomination, ont tous dit qu'ils ne toucheraient pas à Roe versus Wade, l'ont tous fait parce qu'ils sentaient que l'environnement politique leur permettait de le faire. Donc, les droits des femmes ont régressé de façon importante. Là, il annonce qu'il va expulser des millions et des millions de gens qu'il appelle les immigrants illégaux. Il ne faut pas penser que tout ça va se faire en disant bonjour monsieur, bonjour madame, voici votre billet d'autobus, vous pouvez maintenant retourner au Mexique dans les 48 prochaines heures. Ça va être très, très différent de ça. Je pense au procureur spécial là, qui l'accuse devant un tribunal de Washington d'avoir comploté pour faire un coup d'État le 6 janvier 2021. Jack Smith, c'est quoi son avenir à lui? Comment aussi ses partisans vont traiter les gens qui l'ont accusé, les procureurs, les avocats dans le dossier de Stormy Daniels à New York? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer avec la famille Biden aussi, qui est dans le collimateur des Trump depuis longtemps? Qu'est-ce qui va se passer avec la famille Obama? Souviens-toi, encore une fois, des menaces à l'endroit de Michelle Obama dans le dernier droit de la campagne. Moi, je pense que ça va être terrible. Philippe, est-ce que je peux me permettre? Vas-y, Luc. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Puis sais-tu qui va souffrir le plus? Beaucoup de monde vont souffrir. Dans la première année, sa colère va exploser sur les murs et il va mettre autant de sang qu'il peut sur les murs. Mais sais-tu qui va souffrir le plus dans les prochaines années? Trump. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais Trump, il va être obligé de porter les États-Unis sur son dos. Quand il va avoir X, Y, Z ouragans à répétition en Californie puis sur les côtes de la Floride, est-ce qu'il va pouvoir dire, on essaye de faire quelque chose, on essaye avec l'environnement? Non, il va dire, il n'y aura pas de réponse. Ce gars-là, c'est un homme sans réponse pour énormément de dossiers. Quand il va rater l'expulsion des immigrants, il va être la cible de beaucoup de monde. Ce gars-là, rappelle-toi ces 4 dernières années, Patrick, il a été attaqué. À la fin, il était quasiment content de partir du pouvoir. Ça va être la même chose pour les 4 années qui s'en viennent. Écoute, moi, je suis comme Geneviève. Geneviève secoue la tête. Je suis pas d'accord. S'il a prouvé quelque chose dans ses 4 ans au pouvoir et depuis, c'est que c'est un homme téflon. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien qui ne lui colle pour une raison bien simple. Ses fans sont prêts à tout lui pardonner, d'une part. Et la phrase la plus vraie, je pense, qu'il n'a jamais dite, c'est avant qu'il devienne président des États-Unis dans sa campagne de 2016. Je pourrais tirer quelqu'un au milieu de la 5e avenue et on voterait encore pour moi. Le téflon, c'est vrai. Il y a le téflon. Il va être attaqué quand même. Moi, je pense qu'il se présente toujours en être triomphant et l'un des talents qu'il a, j'ai envie de dire malheureusement, c'est de toujours tirer son épingle du jeu, même quand il paraît mal, même dans les situations les plus malheureuses. Puis je vais reprendre ton exemple de l'ouragan. Il va reprendre les discours selon lesquels c'est une exagération des gens qui croient à la crise. Il va toujours tirer son épingle du jeu pour aller galvaniser ses troupes et être porté par celle-ci. Je reviens à cette figure
messianique, c'est son discours, c'est sa marque de commerce et ça fonctionne. Marie-Ève, il y a dans un texte d'Yves Boisvert qui est à lire absolument aujourd'hui, Pourquoi Trump? Il fait état de ses 7 mois de couverture aux États-Unis et il raconte une rencontre avec une jeune femme, 20 ans, qui va voter Trump, à qui il dit « Oui, mais l'avortement, le contrôle de ton corps... » Et sa réponse est ahurissante à cette jeune femme-là. Vue d'ici, elle dit « Ben écoute, si t'es pas content dans l'État où c'est interdit, va ailleurs. » Mais moi, je nous trouve un peu niaiseux ici de penser que toutes les femmes, toutes les Américaines sont pro-choix. Sincèrement, on en parlait de la religion tantôt. Il y a 70% des Américains qui sont chrétiens. Au fondement de ces croyances-là, c'est notamment la procréation. Je pense qu'on a une image des femmes qui sont pour l'avortement et que c'est partout. Je ne pense pas que c'est le cas. Puis, celles qui sont contre l'avortement, ben, elles ont l'air de mères de famille, elles ont l'air de tout le monde, un peu n'importe qui. Puis même, on le voit ici, là, il y a des manifestations souvent près des cliniques. Là. Regarde qui est là. Il y a des femmes aussi. Alors, cette espèce de vote secret dont on parlait, des femmes qui voteraient à l'encontre de la vision de leur mari, ça, je n'y ai jamais cru. Mais ceci étant dit, aux midterms, aux élections de mi-mandat, il y a 2 ans, Nathalie, il y avait eu une... Tu as raison, Marie-Ève, là, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y avait eu un effet anti-avortement. Il y a des femmes qui étaient allées voter et ça avait été profitable pour les démocrates il y a 2 ans. Ça ne s'est pas reproduit ce coup-ci. Non, et de toute évidence, ce que Marie-Ève dit, je vais le traduire autrement, c'est que les femmes, face à l'enjeu du droit à l'avortement, ne constituent pas un groupe homogène. Alors, la réalité est beaucoup plus nuancée. Il ne faut pas sous-estimer la présence, l'aspect religieux aux États-Unis. Pour moi, c'est la clé de beaucoup d'explications. D'une façon qu'on n'imagine pas ici. Exactement. Ils ne sont pas à moitié là-bas. C'est ça l'affaire. C'est pas comme nous là, qui avons été dans une église la dernière fois pour la confirmation, pour un mariage quelconque. C'est ça. Merci, chers camarades. Merci de vous être joints à l'équipe du matin. Je pense que ça nourrit la réflexion. Nathalie, Luc, Geneviève, Marie-Ève et Philippe, merci. On va vous écouter dans vos émissions respectives.